Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce mardi 27 septembre. Le roi du Maroc, Mohamed VI, invité par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à participer au sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tebbi, a remis l'invitation officielle au chef de la diplomatie marocaine. Fin de vote aujourd'hui pour les régions concernées par les référendums d'adhésion à la Russie. L'Union européenne annonce des sanctions contre les organisateurs de ces référendums alors que le oui semble l'emporter selon les premiers chiffres. Fuite de gaz en mer Baltique, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est objet de bras de fer géopolitique est endommagé au moment où la Pologne, la Norvège et le Danemark inaugurent un gazoduc stratégique qui devrait leur permettre de ne plus dépendre des livraisons russes. Alors que le mandat de Michel Aoun touche à sa fin, les députés libanais sont convoqués jeudi au Parlement pour élire un nouveau président. Le Liban gravement touché par une crise économique et où la population se rue vers les banques à l'annonce de leur réouverture. Le sommet arabe approche à grands pas. De nombreux pays ont déjà confirmé leur participation et aujourd'hui, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, a remis à Rabat, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une lettre d'invitation adressée par le président algérien au souverain marocain, le roi Mohamed VI, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains à Alger. دعوة إلى جلالة الملك لحضور إشغال الخدمة العربية المقررة عقدها الجزائر 21 نوفمبر من السنة الجاية إن شاء الله. Cet événement majeur pour l'Algérie se tiendra sous le signe de l'union, raffermir les rangs de la grande famille arabe et surtout poursuivre les actions diplomatiques pour solutionner les nombreuses crises qui émanent dans les différentes régions des pays concernés. L'Algérie ambitionne d'être le fer de lance du renouveau politique et diplomatique arabe et pour l'heure, avoir les invités conviés, tout est réuni pour être à la hauteur de ce grand rendez-vous. Karim Bouaziz. Revivifier enfin une plateforme politique arabe commune, assortie d'actions concrètes pour le devenir d'une ère géographique. Le sommet d'Alger de début novembre se veut celui du renouveau, voire de la vitalité. Tout d'abord, la date choisie concentre toute une symbolique. En plus de l'histoire, elle se veut fédératrice, solidaire hier comme aujourd'hui, entre la guerre de libération et les pays arabes. Aussi aux valeurs de lutte commune dans le contexte de tensions égrénant la scène internationale. Une rencontre impulsée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pilotée par le premier diplomate du pays en la personne de Ramtan Lamamra, qui s'est rendu en seulement quelques mois en Égypte, Koweït, Qatar et autres, pour présenter aux futurs convives la vision ultérieure et internationale de l'Algérie. Car il y a urgence voire péril dans la maison arabe, celle d'une plus grande coopération et coordination afin de réhabiliter au niveau international la question palestinienne et la remettre en tête des priorités et des urgences au sein de l'agenda de la diplomatie arabe à l'heure où la voracité de l'hydre sioniste ne s'encombre plus d'aucune limite. Mais en même temps, pour Alger, il s'agira tout aussi de réconcilier les différentes factions palestiniennes présentes dans la capitale en novembre prochain, elles qui traversent des périodes de tension. On peut citer encore l'invitation de la délégation syrienne pour renouer ainsi cette nation phare arabe avec la diplomatie interrégionale. Le tout avec la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alger, où le retour du monde arabe dans l'échiquier international, avec des moyens, des invités de marque, une ambition, voire de l'audace, pour un rendez-vous avec l'histoire. Et la question palestinienne sera justement au cœur de ce sommet arabe d'Alger. L'Organisation de la coopération islamique a condamné ce mardi l'énième invasion des colons sionistes sous la protection des policiers et de l'occupation de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée, appelant la communauté internationale à agir pour y mettre fin.
Cette dangereuse escalade est une agression contre le caractère sacré des lieux saints et à la liberté du culte, ainsi qu'une violation flagrante des droits de l'homme, des conventions de Genève et des résolutions des Nations Unies, rappelle l'OCI, qui ajoute également que la mosquée Al-Aqsa, avec toute sa superficie, appartient aux Palestiniens et par extension à tous les musulmans. Place à présent au dossier africain de ce journal. La Côte d'Ivoire doit cesser d'être une base arrière pour déstabiliser le Mali. Propos signé Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, qui s'exprimait dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique. Il a fait référence aux soldats ivoiriens détenus par Bamako, qu'il a qualifiés de mercenaires. Il les accuse également d'être entrés dans le territoire malien avec des armes de guerre sans notification préalable et sans l'accord des autorités du pays. Et tenant compte de la complexité et de la densité de nos relations avec la Côte d'Ivoire, le Mali s'est dit ouvert à un règlement par la voie diplomatique et par le dialogue. Je crois que ces deux voies sont parallèles et se poursuivent. Et c'est dans ce contexte que nous avons procédé le 3 septembre à la libération de 3 femmes soldates du contingent, ce qui laissait présager, en tout cas, des discussions plus approfondies pour la suite des éléments, qui, pour le Mali, implique la nécessité d'avoir un certain nombre d'engagements de garantie par rapport au fait que la Côte d'Ivoire cesse d'être une base arrière pour déstabiliser notre pays. Le chef de la diplomatie malienne qui a également passé en revue les décisions prises lors de la dernière réunion de la CEDEAO qui s'est tenue à New York. Abdoulaye Diop évoque un procès contre le Mali, affirmant que toutes les décisions prises lors de cette réunion ont été en faveur de la Côte d'Ivoire. Le Mali est engagé avec la CEDEAO dans le cadre du processus de transition, mais cette question telle qu'elle a été amenée à la CEDEAO nous semble être biaisée et les décisions qui sont sorties de ce sommet extraordinaire qui s'est transporté à New York ici seront appréciées par le gouvernement du Mali qui s'exprimera officiellement sur cette question, mais nous pensons que c'était pratiquement un tribunal contre le Mali parce que le Mali n'a pas été entendu pendant cette discussion, même si on est sous sanction. On ne sait pas sur quelle base ces décisions ont été prises et toutes les décisions qui sont prises sont totalement en faveur juste de la Côte d'Ivoire. Le Conseil présidentiel libyen a tenu lundi une réunion sur les derniers développements militaires et sécuritaires dans le pays. Abdullah Al-Lafi et Moussa Al-Konni, en leur qualité de commandant suprême de l'armée, ainsi que le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, en sa qualité de ministre de la Défense, ont participé à cette réunion qui a eu pour objectif également de coordonner davantage le travail de toutes les unités et secteurs militaires. Au Kenya, le nouveau président William Ruto, élu le mois dernier au terme d'une élection serrée, a annoncé ce mardi la composition de son nouveau gouvernement. Ruto a notamment nommé au ministère des Finances un ancien gouverneur de la Banque centrale du Kenya. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer les hommes et les femmes qui serviront dans le cabinet de la République du Kenya par la grâce de Dieu. Cet exercice est important car il est important que nous mettions en place le nouveau cabinet qui prendra rapidement en charge les affaires de notre pays. Ce sont les nominations que j'ai faites cet après-midi. D'autres nominations suivront en temps voulu dans les autres domaines qui font partie de l'équipe qui travaillera avec moi et mes 2 frères. Et l'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs coaccusés ont été incarcérés ce mardi avant d'être jugés à partir de demain, mercredi, pour l'effroyable massacre commis le 28 septembre 2009 dans le pays. Je remercie très fraternellement le peuple vaillant de Guinée cette longue année. Le Parlement des îles Baléares se penche ce mardi en séance plénière sur une proposition visant à condamner la tragédie de Melilla qui a coûté la vie à des dizaines de migrants africains en juin dernier. Selon les organisations de défense des droits de l'homme au Maroc et à l'étranger également, le nombre de victimes de cette répression sanglante dépasse de loin le nombre annoncé par les autorités marocaines. Et alors que la bataille de l'énergie fait rage en Europe, la compagnie espagnole Naturgy subit depuis peu les assauts de Total Energy en vue de mettre la main sur une bonne partie de ses actifs. Pedro Sánchez pourra-t-il préserver l'énergéticien espagnol des assauts du concurrent français? C'est ce que se demande la presse espagnole. Khalden Batache.
Retour de flamme pour l'énergéticien espagnol Naturgy depuis le début de la crise diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne à la suite du volte-face de Madrid dont le dossier sahraoui. En pleine négociation avec son homologue algérien Sonatrach pour la révision à la hausse des prix du gaz fourni par Alger, Naturgy essuie une à une les tempêtes et laisse des plumes sur le plan économique, au point d'aguicher de potentiels concurrents sur le marché gazier. Outre-Pyrénées, l'appétit grandissant du français Total Energy pour des actifs de Naturgy inquiéterait plus d'un à Madrid. Le géant espagnol serait sur le point de se scinder en deux dans le cadre du projet Gemini qui, selon le PDG de la compagnie, Francisco Reines, devrait poser la première pierre d'une approche de transition énergétique. Mais ce que Reines ne dit pas, c'est que l'une des deux entités sera privatisée. Alertée par les courtisaneries de Total Energy, la presse espagnole s'interroge si le chef du gouvernement Pedro Sánchez pourrait protéger Naturgy des assauts tricolores. Mais le projet Gemini aurait du plomb dans l'aile, car les négociations avec Sonatrach sont âpres. La compagnie algérienne, qui a déjà passé des accords avec l'Italie et la France en vue d'augmenter ses prix de vente de gaz, devrait en toute logique réitérer avec l'Espagne. La crise énergétique dans la péninsule ibérique pèse de tout son poids sur la structure de l'entreprise. Récemment, Naturgy a enregistré une baisse des exportations de gaz algérien au profit d'un autre concurrent et pas des moindres, l'italien Eni. Selon certains observateurs du monde des affaires, cette configuration aurait conforté le choix de cession d'actifs chez les principaux actionnaires de Naturgy, à savoir les fonds IFM, JEP et CVC. Même si les premières rumeurs en Espagne font état d'un rejet d'une première offre faite par la major française. L'on parle d'une prise de participation à hauteur de 20% du capital, une opération estimée à quelque 4,9 milliards d'euros, soit environ 3,8% de la capitalisation de Total Energy. Dans une tentative de réfréner l'appétit de Total, une réunion est prévue le 30 septembre prochain entre la ministre espagnole de l'Industrie Reyes Morato et les fonds australiens IFM et Macquarie pour tenter de les convaincre de sortir le chéquier et investir dans les énergies en Espagne. Nous le disions en titre, fin ce mardi des référendums de rattachement à la Russie des républiques de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des zones sous contrôle russe des régions de Zaporijia et de Kherson. Les Occidentaux dénoncent des scrutins illégitimes alors que Moscou persiste et signe. Safwan Ben Sabri. Le référendum pour l'adhésion à la Russie des 4 régions de l'Est de l'Ukraine s'achève après 4 jours de vote. Les premiers chiffres sont tombés, transmis par les autorités russes. Le oui l'emporterait avec un score oscillant entre 96 et 98% dans les 4 régions. Certains citoyens locaux ne cachent pas leur satisfaction quant à la tenue du scrutin, à l'instar de Natalia, résidente dans la région de Donetsk. La situation doit changer. Elle a déjà changé. Tant de gens sont venus chez nous de Saint-Pétersbourg, de Moscou. Ils reconstruisent nos villes et nous ressentons le soutien et nous l'avons toujours ressenti. L'Union européenne n'a pas tardé à réagir. Elle considère que les référendums d'adhésion à la Russie sont illégaux et promet de sanctionner toute personne ayant participé à leur organisation. Si l'opération va à son aboutissement, les 4 régions où a eu lieu le référendum seront rattachées à la Russie, comme déclaré par le nouveau gouverneur de la région de Kherson. Nous avons mis le cap sur la réunification avec la Russie et nous ne nous en détournerons pas. Le rattachement de ces provinces de l'Est ukrainien provoquera un changement dans la géopolitique des cartes du conflit en Ukraine, la frontière russe se déplaçant vers l'Est. Toute intervention militaire dans ces territoires sera considérée comme une intrusion sur le territoire russe. Et comme le disait à l'instant Safwan Ben Sabri, l'Union européenne considère donc que ces référendums d'intégration sont illégaux. Toutes les personnes qui ont participé à leur organisation seront sanctionnées selon l'Union européenne. Il y aura conséquence à toutes les personnes qui participent dans cette référendum illégal, illégitime, mais nous ne voulons pas commenter le processus de la préparation de la liste des sanctions dans ce moment. C'est une politique que nous avons depuis longtemps. C'est un processus entre les pays membres, dans les mains des pays membres. Donc, ce n'est pas pour nous de faire commentaire sur ça jusqu'à le moment de l'adoption.
Vladimir Poutine s'est lui aussi exprimé au sujet de ces référendums. Il a assuré qu'il visait à sauver les populations résidant dans ces territoires. Le sauvetage des populations sur tous ces territoires dans lesquels se tient ce référendum est au premier plan et au centre de l'attention de notre société et de tout le pays. Le président russe, qui dans un tout autre registre accuse les pays occidentaux d'entraver ses exportations de produits agricoles, insistant sur le fait que cette situation crée un risque pour la sécurité alimentaire mondiale. Vladimir Poutine critique un accord conclu en juillet dernier à Istanbul et insiste sur le fait que les céréales sont principalement destinées aux pays européens plutôt qu'aux nations les plus pauvres. Certains pays dominants ont construit leur politique financière et alimentaire de telle manière que nous voyons le résultat que nous avons aujourd'hui. Et la responsabilité en incombe bien sûr entièrement à ce que l'on appelle l'Occident collectif. Sur les 46 navires qui sont partis entre lundi et vendredi la semaine dernière, 14 ont indiqué comme pays de destination le pays intermédiaire, la Turquie. Et sur les 32 navires restants, 25 se sont dirigés vers l'Union européenne. Est-ce que ce sont des pays pauvres? La situation ne change pas ici. C'est gênant à dire, mais tout cela n'est que du pur matraquage, rien de plus. Dans notre dossier énergie, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est à son tour touché par 2 fuites de gaz en mer Baltique, et ce au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2. Objet du bras de fer géopolitique de ces derniers mois, les 2 pipelines exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom ne sont pas opérationnels en conséquence de l'opération militaire russe en Ukraine. Alors que le Nord Stream 1 rencontre des problèmes, la Pologne, la Norvège et le Danemark ont de leur côté inauguré ce mardi un gazoduc stratégique. Il devrait permettre aux Polonais, mais aussi aux Européens, de devenir indépendants des livraisons russes. Kończy się era dominacji rosyjskiej. L'époque de la domination russe dans le domaine du gaz prend fin. L'époque qui était marquée par le chantage, les menaces et les extorsions. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle époque, l'époque de souveraineté énergétique, de liberté énergétique et de sécurité renforcée. Wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa. Et toujours dans le dossier énergétique, l'Algérie a présenté lundi sa stratégie et ses programmes dans le domaine de l'énergie atomique lors de la 66e session de la conférence internationale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre algérien de l'énergie Edemin Mohamed Arkab a rappelé l'application des dispositions de la loi relative aux activités nucléaires, notamment la mise en place de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Il a rappelé notamment l'attachement de l'Algérie au cadre juridique international et régional de désarmement et de non-prolifération, dont le traité de Pelindaba, et l'appui aux activités de la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Dans un Irak paralysé politiquement, le Parlement tiendra demain, mercredi, sa première séance depuis les violences meurtrières du 29 août dernier. Cette séance, qui intervient également 2 mois après le sit-in des partisans de Muqtada Sadr, devra notamment statuer sur la démission surprise du président du Parlement, Mohamed El-Halboussi. Tininan Makassi. La crise interne que traverse l'Irak ne fait que s'enliser. Et le consensus paraît de plus en plus difficile entre les différents courants politiques du pays, faisant planer la menace d'un retour des violences de façon quasi permanente. Les événements du 29 août dernier, en représailles du retrait de Muqtada al-Sadr de la vie politique, n'en sont qu'un exemple. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que les parlementaires irakiens se retrouvent dès demain pour la première séance de l'hémicycle après le gel de leurs activités qui a duré près d'1 mois. Au programme de cette séance, prévue demain à 10h du matin hors local, la démission surprise de Mohamed El-Halboussi, homme fort de la scène politique irakienne. Statuer sur cette abdication qui vient compliquer davantage l'imbroglio politique dans lequel est plongé le pays depuis les élections législatives d'octobre 2021. Par conséquent, les députés irakiens devront trancher non seulement sur cette démission, mais aussi se mettre d'accord sur le nom de celui qui succédera à El-Halboussi.
Si pour bon nombre d'observateurs, les membres de la Chambre vont voter contre cette décision, mettant en avant des tractations politiques en coulisses, pour le moment, aucune thèse ne peut être avancée avec certitude. Cette crise irakienne s'enlise depuis des mois, au gré des variations politiques que connaît le pays, n'arrivant pas à trouver le consensus pour parachever la feuille de route électorale. L'enjeu interne pour le pays étant de composer un gouvernement et de choisir un président de la République. Bien que la classe politique soit en état d'ébullition, elle est surtout divisée, conséquence sans doute de l'occupation américaine dans le pays entre 2003 et 2011. Un autre pays en souffrance, le Liban. Les députés sont convoqués ce jeudi pour élire le président de la République. Cette séance pourrait déboucher sur un report en l'absence de consensus sur un candidat, la classe politique étant profondément divisée. C'est d'ailleurs en raison de ces mêmes divisions qu'aucun gouvernement n'a été nommé en 4 mois après les élections législatives. Pour rappel, le mandat de 6 ans de l'actuel président Michel Aoun s'achève fin octobre. Le Liban, où de longues files d'attente se sont formées ce lundi devant les banques du pays suite à leur réouverture, et ce sont des Libanais excédés et en colère qui attendaient de pouvoir enfin récupérer un peu d'argent. Naliman Zekar. Une file d'attente interminable. Des dizaines de personnes sont en train de faire la queue devant les banques dans l'espoir d'enfin pouvoir accéder à leurs économies. Fermées pendant plus d'une semaine suite à de récents braquages, certaines banques libanaises ont réouvert leurs portes. Les clients s'empressent de retirer leur argent bloqué par l'État. Conséquence de la crise dans laquelle est plongé le pays du Cèdre depuis 2019, plusieurs restrictions imposées par les banques empêchent les Libanais de retirer leurs économies, en particulier en dollars. Les banques ont ouvert et comme vous pouvez le voir, nous sommes à nouveau humiliés en encaissant nos chèques d'aide sociale que nous ne pouvons même pas retirer. Comme je l'ai déjà dit, c'est la 5e fois que nous venons ici pour retirer l'argent des aides sociales, mais nous ne pouvons pas. Fixée officiellement depuis 1997 au taux de 1500 livres pour $1, la monnaie nationale a perdu plus de 95% de sa valeur en 2 ans. Incapables d'accéder à leur argent en dollars, des clients ont eu recours à des braquages pour réclamer leur épargne, dont 5 pour la seule journée du 16 septembre. Malheureusement, lorsque les banques ont fermé pendant une semaine, nous avons pensé qu'elles essayaient de trouver des solutions. Jusqu'à ce jour, elles n'ont rien fait. Elles ont demandé aux forces de sécurité de monter la garde pour protéger les employés à l'intérieur des banques. Malheureusement, il y aura plus de crimes dans les banques maintenant. Si elles demandent aux forces de sécurité de monter la garde, alors nous descendrons avec nos armes et nous les abattrons cette fois. Nous n'avons plus rien à perdre. L'Association des banques du Liban a assuré dimanche la réouverture de la totalité des banques en capacité limitée pour servir les entreprises, les établissements éducatifs et les hôpitaux. Ajoutant que les distributeurs automatiques seront mis à disposition du reste des clients afin de permettre au secteur public et privé de transférer les salaires de leurs employés. Un montant maximum de 130 € a néanmoins été fixé pour chaque personne souhaitant retirer de l'argent auprès de sa banque. Une situation économique qui pousse de nombreux Libanais à quitter le pays par n'importe quel moyen. En témoigne le naufrage du bateau de migrants qui s'est produit au large de la Syrie. Le bilan, l'un des plus meurtriers survenu en Méditerranée orientale, s'est alourdi ces dernières heures pour atteindre les 100 victimes. Un nouveau corps ayant été repêché aujourd'hui. Les funérailles de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont tenues ce mardi à Tokyo. Il était la figure japonaise la plus connue, aussi bien dans son pays qu'à l'étranger. Il avait occupé le poste de Premier ministre pendant plus de 8 ans et demi, de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020. Shinzo Abe a été assassiné par balle en plein meeting électoral le 8 juillet dernier. Il avait 67 ans.
La côte ouest de Cuba a été touchée ce mardi par l'ouragan Ian, devenu donc ouragan majeur de catégorie 3. Des dégâts considérables ont été enregistrés, des arbres ont été arrachés et des câbles électriques jonchent les rues dans la province de Pinar del Río, où quelques 40 000 personnes ont été évacuées. L'ouragan se dirige actuellement vers la Floride. Quant à nous, on se dirige vers l'espace avant de parler football pour évoquer cette première dans l'histoire de la conquête spatiale. Un vaisseau a volontairement percuté un astéroïde pour essayer de dévier sa trajectoire, une mission test inédite qui a eu lieu à environ 11 millions de kilomètres de la planète bleue. Son objectif, permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une potentielle menace. Nailaït Hamouda. Des images époustouflantes et une mission accomplie. Une première dans l'histoire de la NASA. Le vaisseau DART, qui veut dire fléchette en anglais, plus petit qu'une voiture, a percuté l'astéroïde Dimorphos à une vitesse de 20 000 km/h. Dimorphos fait environ 160 mètres de diamètre et ne représente aucun danger pour notre planète. Il est en réalité le satellite d'un plus gros astéroïde, Didymos, dont il faisait jusqu'ici le tour en 11h55. Objectif de cette mission inédite était de percuter l'astéroïde pour le faire dévier de sa trajectoire et à réduire l'orbite de Dimorphos de 10 minutes, c'est-à-dire à le rapprocher de Didymos. Cette mission suicide permet également à l'humanité d'apprendre à se protéger face à une éventuelle future menace. Un grand moment pour l'équipe de la NASA, réunie au centre de contrôle de la mission dans le Maryland aux États-Unis. Une immense joie affichée au moment de la collision. Alors que nous nous rapprochions de l'astéroïde, il y avait à la fois de la terreur et de la joie parce que nous avons vu que nous allions avoir un impact. Cet astéroïde entrait dans le champ de vision pour la première fois. Nous n'avions vraiment aucune idée de ce à quoi nous attendre. Nous ne connaissions pas vraiment la forme de l'astéroïde, mais nous savions que nous allions percuter. Donc je pense que nous retenions tous notre souffle. Je suis assez surprise qu'aucun d'entre nous ne se soit évanoui en fait. Il faudra attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour savoir si la mission a réussi. Nous verrons ces données bientôt dans les 2 prochains jours, puis au cours des 2 prochains mois, nous obtiendrons plus d'informations de l'équipe d'enquête sur les changements de période que nous avons réellement effectués, parce que c'est notre objectif numéro 2. Le premier était de frapper l'astéroïde, ce que nous avons fait, mais maintenant le deuxième est de mesurer réellement ce changement de période et de caractériser la quantité d'éjecta que nous avons réellement émis. À l'horizon 2024, une sonde européenne ERA partira étudier le point d'impact au plus près pour développer, perfectionner et évaluer ce système de défense. Et nous sommes à quelques dizaines de minutes du coup d'envoi de la rencontre Algérie-Nigeria, un match amical qui se joue à Oran, au stade de Miloud Hadfi. Les partenaires de Riyad Mahrez chercheront à confirmer leur supériorité face à leur adversaire et tenteront d'enchaîner une 5e victoire de suite. Et on retrouve justement en direct du stade notre envoyé spécial Salah Faisal. Bonsoir. Bonsoir Noël. Alors à moins de 30 minutes du début du match, pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui règne au stade Miloud Hadfi? Ah ben écoute Noël, ton public, ton les fans du football, il n'y aura rien. Ici, à Oran, la vie quotidienne peut s'arrêter. On privilège aller voir le match de l'équipe nationale juste pour voir l'ambiance qui est à l'extérieur du stade, pour savoir quelle est l'ambiance qui règne au sein du stade Miloud Hadfi d'Oran. Un public magnifique. On va dire un stade artisan pour les Algériens parce que 36 000 billets ont été écoulés. En 24 heures, l'Algérie s'apprête à affronter le Nigeria dans un match amical, mais dans un cadre qui n'a pas l'air du tout amical parce que les deux équipes ont l'air focus sur ce match parce qu'il y a de la revanche pour les Nigériens parce qu'il ne faut pas oublier les 2 derniers matchs. Le poulain de Jamel Belmadi pour remporter leur match face aux Nigériens en Coupe d'Afrique. On se rappelle très bien d'une magnifique demi-finale et en plus de Riyad Mahrez. Le Bujara, on était en finale et on a eu la Coupe d'Afrique 2019 en 2020. Salah Faisal, alors avec quelle équipe évoluera ce soir la sélection algérienne? Y a-t-il eu du changement par rapport au premier match face à la Guinée?
Oui, il y a eu du changement, mais Zerba restera le gardien de but. C'est pas encore officiel, mais d'après l'échauffement de l'équipe nationale, Zerba sera le gardien de but pour ce match amical. La dernière défensive sera composée de Aïssa Mandi de Touba. À droite, on va trouver Attal qui va faire son retour en titulaire. À gauche, Rami Boutri, capitaine à la dernière partie au milieu de terrain. C'est là la question, qui jouera au milieu de terrain? Un Benasser qui sera 100% titulaire. On a Zerroki, Nabil Ben Taleb ou Zerroki, c'est là qui va choisir et qui va trancher Jamel Belmadi avant ce début de match. Solgan jouera ce match en titulaire. Et on attaque, on a le trio, les cadres, on parle de Riyad Mahrez, Islam Slimani et Youssef Belaïli, le natif d'Oran. Alors Algérie-Nigeria, c'est ce soir à partir de 21h. Merci Salah Faisal. Je rappelle que vous étiez en direct du stade Miloud Hatfi à Oran. Le réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne organise à Alger la 2e édition des rencontres critiques cinématographiques intitulée Gil Cinéma. L'édition de cette année est présidée par l'Italie et dans le sillage du coup d'envoi qui a été donné à l'Institut culturel italien d'Alger par une masterclass animée en visioconférence par le journaliste académicien et critique de cinéma italien Andrea Cimento. L'atelier a été l'occasion d'échanger autour de différents thèmes en lien avec la critique cinématographique. L'événement, qui va durer jusqu'au 3 octobre prochain en formule hybride, a vu la présence de plusieurs professionnels du 7e art, du journalisme culturel, mais aussi des étudiants. Je vous propose d'écouter à ce propos la directrice de l'Institut italien de culture d'Alger. Sur la critique cinématographique et qu'on organise dans le sein de clusters uniques, c'est-à-dire les groupes des instituts culturels européens qui sont établis ici à Alger. Et c'est la 2e édition. On a décidé de continuer à organiser des formations sur ce thème parce qu'on est à l'écoute des besoins locaux et donc même en discutant justement avec les journalistes, experts cinéma, cinéastes, on a compris qu'il y avait un besoin sur ce thème et voilà, donc on a établi avec les collègues européens cette formation. Donc nous, on a choisi des critiques jeunes mais assez avec une biographie assez riche dans les domaines bien sûr de la critique, de l'écriture sur les cinémas. Donc voilà, nous en tant que président du cluster, l'Institut culturel italien cette année est président du cluster unique. Donc en tant que président, on a ouvert avec Andrea Cimento qui est non seulement journaliste, critique mais aussi prof. Et avant de nous quitter, on rappelle la rencontre Algérie-Nigeria à 20h à Oran au stade Miloud Hatfi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Al24 News.